Bonjour à tous. D'abord, merci beaucoup à l'université de m'accueillir ce matin pour m'exprimer sur un sujet qui me tient à cœur, puisque c'est un sujet que je mets en application au quotidien, et surtout l'approche qui est celle qu'on a aujourd'hui, de voir si effectivement le droit de l'environnement est une contrainte ou pas. C'est vraiment un sujet que j'essaie de traiter au quotidien et faire en sorte que ça ne le soit pas. Effectivement, je suis docteur en droit, je travaille à la direction de l'environnement depuis 10 ans et j'ai supervisé l'adoption du Code de l'environnement, la province Sud. Donc voilà, c'est aussi pour ça que ça me tient beaucoup à cœur. En première approche, en introduction, avant de commencer, il me paraît important de poser le contexte. Avant de rentrer dans le vif du sujet, alors qui est assez provocateur, je l'ai gardé, on me l'a proposé comme ça, le droit de l'environnement, une entrave excessive. Enfin, déjà une entrave, on imagine quelqu'un pieds et poings liés. Excessive, ça fait encore plus fort. Moi, mon propos de ce matin, c'est surtout de vous montrer qu'effectivement, il y a des contraintes, mais ça peut constituer une opportunité également pour les entreprises. Mais d'abord, pour le droit de l'environnement, c'est important de parler d'intérêt général. On parlait effectivement de sensibilisation de plus en plus importante de tout le monde sur le sujet. Avant de rentrer un petit peu dans le vif du sujet, je veux d'abord poser le contexte. En Nouvelle-Calédonie, parce qu'on a le droit de l'environnement et le droit de l'environnement en Calédonie. Alors on parlait de curiosité. C'est vrai qu'en Nouvelle-Calédonie, le droit est une curiosité, mais le droit de l'environnement en est vraiment une particulière. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, on a des enjeux qui sont extrêmement importants en Nouvelle-Calédonie. On ne s'en rend pas compte quand on habite ici. Je vois beaucoup de jeunes en face de moi qui sont certainement nés ici ou voilà, là depuis un moment, et on s'en rend pas compte que ces enjeux sont extrêmement importants à l'échelle internationale. Alors nous, dans notre jargon, on parle de hotspot, c'est-à-dire que à l'échelle mondiale, la Nouvelle-Calédonie présente des enjeux de niveau international. Je ne rentre pas dans le détail de la définition de ce que c'est qu'un hotspot, mais ça veut dire que vraiment les enjeux environnementaux en Calédonie sont très importants. Et en illustration, je mets un petit peu de couleur dans l'amphithéâtre. Pour vous donner quelques illustrations, on a effectivement 5000 espèces animales terrestres, des milliers d'espèces marines. Alors, ce qui est particulièrement important, un taux d'endémisme, c'est-à-dire que les espèces, on ne les retrouve qu'en Nouvelle-Calédonie, ce qui justifie notamment cette idée de hotspot. Un tiers des forêts humides qui sont originales, ça veut dire que on les a pas encore touchées. On prend l'exemple de la côte oubliée qu'on ne connaît pas du tout, parce qu'effectivement, elle est complètement protégée, sur lequel on a des projets de conservation importants, ce qui va amener effectivement du droit dans cet espace-là. 2% de forêts sèches qui restent, ça c'est pour vous dire les enjeux sur certains types d'écosystèmes. Et puis effectivement, là, c'est pour vous donner un petit peu le contexte, et on commence un peu à rentrer dans le droit avec la concrétisation de tout ça. Donc je parlais du Code de l'environnement que j'ai eu la chance, pour un juriste c'est important de superviser jusqu'à son adoption. Et alors surtout, là, depuis que je suis à la direction de l'environnement, mon propos maintenant et au quotidien, c'est de faire en sorte qu'il soit appliqué correctement et de façon proportionnée. Alors pour les entreprises, c'est effectivement quelque chose qui est important parce que, à mon niveau, c'est important de faire en sorte que l'instruction des dossiers soit faite dans le respect effectivement de la procédure, mais aussi de façon proportionnée par rapport aux impacts potentiels. C'est pas anodin du tout au quotidien, ça. Sur un projet d'aménagement, sur effectivement des projets miniers. Si je prends l'exemple de Vallée, il y a certaines personnes dans la salle qui savent de quoi je parle, il faut vraiment mesurer le niveau d'exigence qu'on peut avoir sur des projets d'importance comme cela. Alors un exemple du Code de l'environnement, je ne vais pas rentrer dans les dizaines de corpus qu'on a dans le Code de l'environnement, ce n'est pas mon propos aujourd'hui, là vraiment c'est de vous démontrer effectivement ce niveau de contrainte et l'opportunité que ça peut constituer. Mais voilà, par exemple les aires protégées, c'est très concret, c'est le Code de l'environnement. Nous on a à peu près une cinquantaine d'aires protégées dans le 54 précisément, sur la province sud, rien que sur la province sud, marine et terrestre, et pour chaque aire protégée, il y a des règles qui s'appliquent dans cet espace-là. Alors,
Bon, ça peut paraître anodin, mais effectivement, ça, au quotidien, ça a une application concrète. Et puis pour illustrer le niveau international des enjeux qu'on a chez nous, vous avez certainement entendu parler du patrimoine mondial. Donc ça couvre effectivement un certain nombre de sites à l'échelle de la Nouvelle-Calédonie. En province sud, on en a 2. Le Grand Lagon Sud et la zone côtière ouest, qui sont transcrits dans notre réglementation. Ce sont des parcs, avec des règles qui s'appliquent à l'intérieur, et du coup une vigilance et un niveau d'intervention de la collectivité qui va avec. Et plus récemment, effectivement, on a inscrit les lacs du Grand Sud sur la Convention internationale de Ramsar, qui est une convention qui protège les zones humides. C'est une... je n'entre pas dans le détail, mais c'est pour vous donner cette idée de reconnaissance internationale sur notre espace. Alors, effectivement, j'ai fait rendre de temps. Premier temps, effectivement, c'est une contrainte. Mais oui, mais pourquoi? Parce que le droit de l'environnement, ça sert à quoi? Ça sert à protéger l'environnement. Donc, de fait, ça pose un certain nombre de contraintes au quotidien. Alors, mais voilà, c'est ce que je souligne d'abord, une réponse aux enjeux exceptionnels de conservation de la Nouvelle-Calédonie. Et on l'a déjà cité, effectivement, on est tenu aujourd'hui de répondre effectivement à cette reconnaissance et ce besoin par rapport à la protection de l'environnement. Les administrés n'acceptent plus aujourd'hui qu'on ne fasse rien en la matière, alors, a fortiori sur un espace comme le nôtre. Donc du coup, bon, souvent synonyme de contraintes. Alors, on a entendu effectivement des droits qui sont effectivement déjà assez complexes. Le droit de l'environnement est un droit très technique. Alors, il est très transversal puisque ça touche à tout. Vous avez du droit de l'environnement un petit peu dans toutes les matières au quotidien. Très transversal, très technique, très complexe de ce fait-là. C'est inhérent à la matière. Alors, la particularité, la curiosité chez nous, c'est que le droit de l'environnement, il est de la compétence provinciale. Alors pourquoi? C'est parce que la loi organique prévoit que tout ce qui n'est pas dévolu expressément à l'État, à la Nouvelle-Calédonie ou aux communes, relève de la compétence de droit commun des provinces. Alors, est-ce que c'était un oubli ou est-ce que ça a été fait exprès? En tout cas, aujourd'hui, c'est bien une compétence provinciale qui est complètement assumée par les 3 provinces. Sauf que c'est vrai que sur un sujet aussi transversal, pour les administrés, les entreprises, c'est pas forcément très facile d'accéder au droit et du coup de l'appliquer correctement. C'est vrai, il y a vraiment comment dire, de la part des collectivités le besoin d'essayer d'uniformiser, mais vu que chaque collectivité a cette compétence-là, elle est en droit de faire comme elle l'entend. Alors, on a aujourd'hui 3 codes de l'environnement. Les 2 premiers, province Nord, province Sud, ont été adoptés en 2009. Province des îles un petit peu plus tard. La structure est à peu près la même. Province Nord, province Sud, c'est la même. En province Sud, on a... Elle est un petit peu plus loin que la province Nord au départ. L'idée, c'était de consolider. Il n'y avait pas rien avant les codes de l'environnement, hein, mais c'était extrêmement éclaté. Et voilà, les plus vieux textes, c'était des textes sur la chasse, par exemple. On ne peut pas m'apesantir là-dessus, mais ça datait du 19e siècle. Donc il fallait consolider, il fallait surtout permettre un meilleur accès à ce droit et à la réglementation qui s'applique. Donc c'est une complexité parce qu'il y en a 3, mais c'est déjà mieux que quand il n'y en avait pas. Voilà, par exemple, je prends l'exemple qui touche beaucoup aux entreprises. Les installations classées pour la protection de l'environnement sont des règles qui s'appliquent sur des installations qui effectivement peuvent avoir un impact. On va parler tout de suite de la SLN par exemple. L'accès au droit est nécessaire sur un sujet extrêmement technique avec des prescriptions qui sont drastiques, on va le dire. Mais c'est plus facile maintenant que c'est intégré dans le code. Ce qui complexifie aussi, c'est que le droit de l'environnement, il s'ajoute aux autres réglementations. Alors par exemple, pour un projet, par exemple un projet d'aménagement ou un projet minier, comme je l'ai pris là, on va ajouter différents textes à l'instruction d'un dossier. Si je prends le code minier que j'ai là, effectivement, on a la DIMAC, une direction qui va instruire une demande d'autorisation d'exploitation, projet de recherche ou projet d'exploitation. On va
ajouter à l'instruction, on va regarder si effectivement, alors en aire protégée, non, ça n'arrive pas, mais s'il y a des espèces protégées sur la zone qui fait l'objet du projet. S'il y a des écosystèmes protégés, les écosystèmes protégés, ça va être la forêt sèche, ça va être de la forêt humide, par exemple. On va aussi souvent être amené à instruire une autorisation de défrichement sur ces projets-là. Et en amont, de toute façon, on demande une étude d'impact. Donc tout ça s'ajoute à ce premier corpus. Et c'est vrai que c'est nécessaire que les collectivités s'organisent pour pouvoir faire en sorte que l'instruction des dossiers ne soit pas trop lourde pour les pétitionnaires, notamment pour les entreprises. Alors, très concrètement, quelles réponses on essaye d'apporter à cette complexité? Ça, c'est effectivement le constat qu'on fait. Ça a été assez révolutionnaire, on va dire, dans la collectivité d'adopter le code de l'environnement. Ça a structuré l'action de la collectivité. Ça a amené un bouleversement au sein de la collectivité, notamment dans ma direction qui porte l'application de ce texte, mais aussi de façon transversale sur d'autres directions qui sont amenés à l'appliquer. Ça nécessite de la formation, ça nécessite de l'explication, de l'explication vis-à-vis des pétitionnaires. Et ce travail-là, il est toujours en cours. Il faut en être effectivement conscient. Moi, par exemple, dans ma direction, j'ai beaucoup d'ingénieurs. La réglementation, le droit, c'est quelque chose qui leur est assez étranger. Donc, ça nécessite effectivement des formations en interne et expliquer, de bien poser le niveau d'enjeu, de bien poser la proportionnalité nécessaire dans l'instruction des dossiers. Alors on essaye pour ça d'être un peu pédagogique pour expliquer justement et remettre le contexte et expliquer pourquoi est-ce qu'on se pose un peu en contrainte en expliquant les enjeux. Alors on a notamment ce qu'on appelle un profil environnemental, c'est-à-dire on explique dans un document qui a vocation à être utilisé dans le cadre des politiques publiques pour éclairer l'ensemble des politiques publiques. On pose le diagnostic avec grosso modo les enjeux que je vous ai posés et les enjeux sur lesquels il faut vraiment s'axer pour avancer dans nos politiques publiques. Parce que, comme je vous le disais, l'environnement est très très transversal et touche à beaucoup de politiques publiques. Alors, ça paraît anodin, mais le site provincial a été reconstruit aussi pour permettre ce qu'on appelle une entrée environnement. Si vous allez dessus, j'ai pas fait le lien directement pour vous montrer. Puis je crois que j'ai débordé, sinon. L'idée, c'est effectivement de permettre cet accès-là. Donc, notamment, il y a l'accès au code de l'environnement. Sur le site, il est à jour, le code de l'environnement de la province sud. Et on est en train de travailler sur un outil sur la base du code de l'environnement de la province sud pour justement être pédagogique en mettant bêtement les espèces protégées végétales, elles sont en latin. Donc pour savoir ce que c'est, notamment pour par exemple les mineurs qui doivent intervenir sur le site et où ils veulent savoir s'il y a des espèces protégées ou pas, par faire appel à un botaniste hyper spécialisé, il va avoir du mal. Donc l'idée c'est de mettre en lien sur toutes ces espèces-là, visuellement les photos de ces espèces pour être vraiment pédagogique et expliquer de quoi on parle. Ça paraît bête, ce que je dis, mais sinon, toute l'applicabilité du texte dépend de cette compréhension, un, des enjeux, et deux, de vraiment ce que dit le texte. L'adoption du code de l'environnement constitue en soi une amélioration de l'application du texte, j'en ai déjà parlé. Dans les efforts qu'on fait, on a un exécutif qui est extrêmement vigilant à ce qui est de la transparence sur les données environnementales et les décisions qui sont prises en matière environnementale. Donc on a fait un travail de consolidation de l'ensemble des données qu'on a et des décisions qui sont prises. Elles sont aujourd'hui mise en ligne tout l'aspect installation classée protection de l'environnement. Par exemple, il y a une rubrique dans le site dont je vous parlais où vous avez l'ensemble des actes qui sont pris, les rapports d'études, tout est en ligne, accessible. Ça paraît anodin, mais c'est un grand pas en avant en termes de transparence sur les données environnementales. Donc ça, c'est valable sur toutes les ICPE. On a introduit dans la réglementation, il y a 2 ans, l'obligation de mettre en ligne l'ensemble des études d'impact qui sont réalisées sur tous les projets
pour lesquels le Code de l'environnement impose une étude d'impact. Et en plus, on a étendu le nombre de projets, le type de projets pour lesquels on requiert une étude d'impact. Donc tout ça aussi est accessible en ligne désormais, et il y a un délai sur lequel tout le monde peut faire des observations sur ces études d'impact, sur ces projets en soi. L'étude d'impact, ça vous parle peut-être pas, mais ça présente le projet. Autre point d'amélioration pour permettre une meilleure application du texte et comprendre ce que l'administration attend des entreprises, on a introduit dans le texte ce qu'on appelle le cadrage préalable, c'est-à-dire qu'avant même que le dossier soit déposé, on incite les pétitionnaires à venir nous voir, à nous expliquer le projet, et de façon à ce qu'on leur explique, par exemple, sur un projet donné, vous allez être soumis à tel et tel et tel corpus. Sur votre projet, vous allez vous installer dans un endroit où c'est en bord de mangrove, ben vous avez des chances de devoir faire une demande d'autorisation, de dérogation sur un écosystème mangrove. Tout un ensemble comme ça, et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut, sur cette base-là, articuler par rapport aux autres corpus. Par exemple, en droit de l'urbanisme, il y a un certain nombre de règles qui s'appliquent pour notamment demander un permis de lotir. Là-dessus, on va articuler les délais d'instruction du permis de lotir avec les délais d'instruction qui sont demandés au titre du Code de l'environnement sur nos différents corpus. Ça facilite pas mal les choses et ça fait surtout en sorte que quand ils nous déposent un dossier, on ne fasse pas 50 navettes après pour leur dire il vous manque ça, vous devez préciser ça, et faire en sorte que les délais d'instruction soient moins longs. Alors, simplification administrative, ça va être par exemple, on a beaucoup de régimes d'autorisation au sein du Code de l'environnement. L'idée sur certains, c'est, quand c'est possible et cohérent, de passer en régime de déclaration. On a notamment un projet de modification du texte en ce sens sur ce qui concerne alors ça ne va pas vous parler du tout, mais en protocole de Nagoya et l'application de la réglementation récolte. En gros, on prélève une espèce, par exemple, on fait une étude dessus et on envisage des retombées économiques sur ce qu'on peut tirer de cette substance-là. Ça ne vous parle pas, mais ça va vous parler dans 10 ans, vous verrez, parce qu'il y a beaucoup de potentiel sur ce sujet-là. On réglemente effectivement cette récolte. Et dans tous les cas, en fait, c'est un régime d'autorisation. Sauf qu'aujourd'hui, on a beaucoup de chercheurs qui prélèvent et qui font simplement de la taxonomie, c'est-à-dire qui disent en gros de quelle espèce il s'agit. Pour ça, il n'y a pas besoin de passer en régime d'autorisation, donc on va procéder à de la simplification administrative en passant en régime déclaratif. En tout cas, c'est en projet. Je vais me dépêcher. Oui, je voulais quand même beaucoup souligner, là je vous ai parlé des contraintes et ce qu'on fait pour faire en sorte que ces contraintes soient amoindries, même si on ne baisse pas le niveau d'exigence en termes de protection de l'environnement, au contraire. Mais c'est également une opportunité pour les entreprises. On parle beaucoup et de plus en plus d'économie verte. Alors en Nouvelle-Calédonie, ça s'y prête énormément. Et là, l'objet du droit, c'est de faire en sorte de maintenir le niveau de conservation de l'environnement de Nouvelle-Calédonie. On a dans le potentiel d'activité économique en Nouvelle-Calédonie le tourisme. Alors bon, moi je prêche pour le tourisme durable évidemment. Et pour vous donner dire de quelle manière le droit encadre ça, par exemple le parc de la Rivière Bleue sur lequel il y a évidemment un potentiel de tourisme durable. Voilà, c'est une aire protégée. Donc on le traite comme une aire protégée, mais on va effectivement faire en sorte qu'il y ait de l'activité économique sur cet espace. Il y en a, mais il est encadré et ça va dans ce sens de tourisme durable. Le whale watching, par exemple. Il ne pourrait pas y avoir, je ne sais pas si vous êtes allé à une sortie baleine, il ne pourrait pas y avoir ce whale watching si on n'encadrait pas cette pratique. Faire en sorte qu'il y ait un respect qui soit fait sur les approches des baleines, etc. Tout ça est réglementé, sanctionné s'il n'y a pas de respect. Et on est beaucoup sur site aussi pour faire en sorte que ça se passe bien. Je parlerai juste effectivement pour donner un exemple en termes de potentiel sur la structuration de filière des déchets. On a adopté une réglementation déchets, ce qui n'existait pas avant en 2008. Le fait de structurer une filière, de la réglementer, amène effectivement de l'activité économique, permet justement à des entreprises de s'intégrer dans ces filières. Ça a créé, par exemple, ça crée de l'emploi évidemment, ça a créé par exemple l'éco-organisme Trécodec que vous devez connaître,
Ça permet aussi à des entreprises de traitement de déchets, de valorisation de déchets, de s'intégrer dans cette filière-là. Et bon, je ne rentre pas dans le détail, mais c'est pour vous donner un exemple. Oui, là simplement pour vous indiquer que cette évolution et le fait que ce soit une opportunité pour l'entreprise, ça amène nécessairement, aujourd'hui on est dans cette démarche-là, les collectivités poussent à ce qu'on aille vers du vert. Donc ça c'est juste un exemple, effectivement, la direction de l'économie instruit un code des aides. Dans le code des aides, il va y avoir notamment des aides d'équipement préservant l'environnement. Ça, c'est dans les opportunités, il y a aussi les opportunités financières, mais c'est également réglementé. Et j'en parlais à propos des substances naturelles. Le fait de s'engager sur une réglementation de protection de l'environnement et de structurer un certain nombre de filières va amener nécessairement de l'innovation. Et ça, c'est vraiment intéressant. On donne un exemple. Récemment a été lancée une loi de pays sur l'interdiction du plastique à usage unique. Ça va amener de la réflexion sur quelle alternative il peut y avoir sur du plastique à usage unique. C'est un des 150 exemples qu'on peut donner. Ben voilà, je ne suis pas rentrée dans le technique juridique pur, mais mon propos c'était vraiment de vous montrer que ça n'est pas une entrave excessive, c'est une contrainte certes, mais vraiment le percevoir comme une opportunité pour les entreprises. Et j'en ai terminé, j'ai un peu débordé.